Sylvia aimait Arlequin, et Arlequin aimait Sylvia. Un amour tendre les unissait depuis leur enfance. Mais le prince a voulu faire de la jeune femme son épouse. Celle-ci a résisté pendant 2 actes, mais au 3e, Sylvia se l'avoue. « J'aimais Arlequin, n'est-ce pas ? Eh bien, je crois que je ne l'aime plus. » Monsieur le Président, Madame la professeure, Sylvia doit-elle céder à une passion nouvelle ? Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, ne serait-il pas injuste qu'elle renonce à l'amour de celui qui l'a toujours aimée ? Mesdames et Messieurs les secrétaires, plutôt que la constance, faut-il admettre l'inconstance ? Mesdames et Messieurs, les questions soulevées par Marivaux trouvent un écho particulier dans la présente affaire, car le demandeur au pourvoi vous invite à faire le choix de l'inconstance. Il vous demande de renoncer à une jurisprudence datant d'un demi-siècle, celle jugeant irrecevable le moyen qui reproche à la Cour d'appel de renvoi de s'être conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation l'ayant saisi. Il entend ainsi bénéficier d'une autre inconstance jurisprudentielle, le revirement opéré en 2019 en matière de réparation du préjudice d'anxiété lié à l'amiante. Son pourvoi conteste l'application par les juges de renvoi du principe que votre chambre sociale avait retenu, mais depuis abandonné. C'est d'un revirement de jurisprudence interne dont le demandeur se prévaut. Le droit de l'Union européenne n'est donc d'aucun secours. À suivre la jurisprudence constante, son moyen devrait être déclaré irrecevable, reconnaissant toutefois que cette irrecevabilité ne relève pas de l'évidence. On en veut pour preuve les circonstances de sa naissance. 2 arrêts de la Chambre criminelle de 1835 ont rendu 2 solutions opposées. Le premier, du 17 janvier, a prononcé l'irrecevabilité du moyen. Le second, du 21 février, a accepté de l'examiner. On y verra l'influence de Portalis, qui présidait ce jour-là. Et cette influence a perduré au siècle suivant, où les arrêts ont opiné en faveur de la recevabilité, jusqu'à la décision d'une chambre mixte de 1971, qui a désavoué l'éminent juriste. Et depuis, le principe d'irrecevabilité s'est maintenu, contre vents et marées. L'Assemblée plénière a dû le réaffirmer à 3 reprises, 1993 d'abord, en 2006 et 2015 ensuite, malgré les avis contraires de vos avocats généraux. La présente affaire s'inscrit dans cette lignée. Alors, déclarer ou ne pas déclarer le moyen recevable ? Telle est la question. Il nous faut pour y répondre examiner les 2 propositions. La constance, d'une part, l'inconstance, d'autre part. La Cour de cassation ne peut être appelée à revenir sur la doctrine affirmée en son premier arrêt lorsque la juridiction de renvoi s'y est conformée. Le principe affirmé en 1971 a le mérite de la clarté. Et au regard de sa longévité, il semblerait qu'il soit solidement enraciné. Mais La Fontaine nous a appris à nous défier des apparences. Quand la brise souffle, le roseau plie, mais le chêne tient bon. Quand le vent redouble d'intensité, il ne rompt pas le premier, mais déracine le second. Examinons d'abord les fondements affirmés de l'irrecevabilité. Puis prêtons attention au vent de la contestation. Partons d'un constat. Le Code de procédure civile prévoit que la Cour d'appel de renvoi conserve sa plénitude de juridiction. C'est le ressort indispensable de la représentation du jour. Au Palais Royal, comme chez nos voisins européens, elle n'aurait pas pu se tenir. Le Conseil d'État impose à la juridiction de renvoi, depuis son arrêt Botta de 1904, de se conformer à la solution de droit qu'il a donnée. En Belgique, en Allemagne et en Italie, l'impératif est le même. Mais dans l'ordre judiciaire, la juridiction de renvoi est libre. Libre de résister ou de se conformer à la solution donnée par l'arrêt de cassation. Si elle résiste, la loi a prévu que l'Assemblée plénière examinera le pourvoi. Si à l'inverse, elle s'y conforme, la loi est muette. C'est sur cette page blanche qu'a été écrit le principe d'irrecevabilité, et c'est une interprétation a contrario qui l'a justifié. Puisqu'il appartient à l'Assemblée plénière d'examiner le pourvoi dirigé contre un arrêt de résistance, votre haute juridiction ne peut être appelée à revenir sur sa doctrine à la suite d'un arrêt de conformité. L'absence de rébellion clôt le débat. Le professeur Hébereau l'avait analysé en termes d'autorité de chose jugée. Le point de droit est fixé par l'arrêt de cassation sous condition, précisait-il, d'entérinement par la juridiction de renvoi. Dans son avis de 1971, votre avocat général invoquait quant à lui
une règle établie pour assurer aux justiciables la sécurité dont ils ont besoin. Il en appelait ainsi à la sécurité juridique, à ce besoin élémentaire, et si l'on ose dire animal, comme l'enseignait le doyen Carbonnier, à ce besoin qui impose que le point de droit tranché dans un litige soit hermétique à ce qui a été jugé dans une autre affaire. Et ce d'autant que le droit français est hostile à la règle des précédents. Dans notre conception classique, la règle de droit, posée par le juge dans un litige, ne fait que relier les faits à la décision. Si la règle énoncée devait acquérir une autonomie, le juge se placerait dans la position du législateur. Or, la glorification de la loi, qui tient une place importante aujourd'hui, nous le rappelle avec splendeur. C'est un regard déférent que la jurisprudence lève vers la loi. Mais si le peintre a pu saisir ce regard, il n'a pas figé les contestations. Nombreux sont ceux à avoir nié le bien-fondé du principe d'irrecevabilité. Ils n'ont guère souscrit à l'interprétation a contrario exposée. Et on peut leur concéder qu'elle n'est pas évidente. Que l'Assemblée plénière doive se prononcer sur un arrêt de résistance n'implique pas, ipso facto, qu'un arrêt de conformité soit à l'abri de la critique. L'autorité de chose jugée ne paraît pas non plus déterminante. Comme le soutenait déjà un plaideur en 1835, le demandeur au second pourvoi a sans doute contre lui l'autorité morale d'un premier arrêt de cassation, mais non l'autorité de la chose irrévocablement jugée. Le procureur général Dupin avait acquiescé. Et de fait, une voie de recours reste ouverte contre la décision de la juridiction de renvoi. Pourquoi ne pas l'emprunter ? Le principe de sécurité juridique n'apporte pas la réponse, car ce droit fondamental peut être invoqué de chaque côté de la barre. Les uns soutiennent que l'on doit protéger les espérances légitimes du plaideur, qui a gagné devant la Cour de cassation, puis devant la Cour de renvoi. Les autres répondent avec la Cour de Strasbourg que les exigences de la sécurité juridique ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante. Quant au refus des précédents, c'est un fondement insuffisant. L'expression de jurisprudence constante révèle l'utilisation, même atténuée, des précédents en droit français. Enfin, comment nier le rôle normatif de la Cour de cassation ? C'est le titre même de votre étude annuelle de 2018. La règle créée par le juge de cassation est susceptible de généralisation. Il n'est donc pas choquant qu'un plaideur entende bénéficier d'un revirement de jurisprudence décidé dans une autre affaire. Reconnaissons-le, les fondements de l'irrecevabilité sont bien frêles, à tel point que certains dénoncent un aveuglement volontaire. Disons plutôt que l'irrecevabilité est une fiction juridique. C'est un verrou procédural dont le mécanisme est dicté non par la technique, mais par une politique juridique. C'est elle qu'il nous faut à présent dévoiler. Le dévoilement a des vertus, qu'on en juge par le dénouement de l'illusion comique. Un père à la recherche de son fils consulte un magicien. Ce dernier lui offre la vision du jeune disparu et des circonstances de sa mort. Mais à la dernière scène, le mage fait tomber le rideau. Le fils n'est pas mort, il est comédien. Et cette révélation permet au père d'accepter le choix de son fils. Gageons qu'en révélant les finalités du principe d'irrecevabilité, nous pourrons décider d'opter ou non pour l'inconstance. L'inconstance, voilà le risque qui inquiétait l'avocat général Lindon en présence d'un revirement de jurisprudence. C'est ce revirement, disait-il, qui, si vous statuez au fond sur le second pourvoi, et en quelque sens que ce soit, exposera votre cours à être taxé d'inconstance. Alors, comme les dramaturges classiques, il a fait apparaître un deus ex machina. C'est le principe d'irrecevabilité. Son entrée en scène répond à un double objectif. Éviter les effets d'une poursuite des procédures, d'une part, et se dispenser d'affronter les tumultes du revirement, d'autre part. Disons-le d'emblée, l'irrecevabilité relève de l'esquive procédurale. Elle permet d'éviter que dans une même affaire, la Cour de cassation ne donne raison à l'un pour ensuite lui donner tort. On peut y voir une mesure de bonne administration de la justice, et même la préservation de son image. Faute d'irrecevabilité, votre avocat général Lindon imaginait des titres de presse sarcastiques
annonçant les décisions. À la Cour de cassation, on joue à qui perd gagne. Tous les 5 ans, la Cour de cassation change son fusil d'épaule. L'irrecevabilité évite aussi une prolongation indéfinie des contentieux. Est-il souhaitable, comme le craignait votre avocat général en 1971, que les procès prennent l'allure de ces matchs de tennis internationaux qui se jouent en 5-7 ? À sa décharge, il n'avait pas encore vibré devant la finale légendaire de Wimbledon, Borg-McEnroe, en 1980. Et puis, les pourvois afflueraient en cas de recevabilité du moyen. Tout ce que la France compte de requérants d'habitude poursuivrait déjà la contestation. D'ailleurs, quel avocat au Conseil n'a jamais été interrogé par ses clients sur la possibilité de se pourvoir contre un arrêt conforme de la juridiction de renvoi ? Et parfois même, dès l'ouverture du dossier. Relevons toutefois que l'irrecevabilité ne leur ferme pas la porte du prétoire. Ils peuvent toujours contester, pour d'autres motifs, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de renvoi. Mais c'est encore l'effet rétroactif des revirements de jurisprudence que l'irrecevabilité permet d'éviter. Déjà en 1968, Jean Rivero avait identifié la délicate application, dans le temps, des revirements. L'irrecevabilité, décidée 3 ans plus tard, a l'avantage d'éluder cette question. Le revirement ne peut s'appliquer que dans l'affaire qui l'a suscité, sans pouvoir s'étendre aux instances dans lesquelles la Cour de cassation s'est déjà prononcée. Il reste que le revirement est applicable devant les juridictions du fond, alors même qu'une partie a pu croire en ses chances, en première instance, au regard de l'ancienne solution. Et pour cette raison, il nous semble que le principe d'irrecevabilité peut vaciller. L'affrontement, alors, serait-il préférable ? Or, rassurez-vous, pas à la façon de Cyrano. Nous ne pensons pas que c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Il s'agit seulement de se confronter aux défis auxquels l'irrecevabilité entendait répondre. Commençons par les risques d'afflux des pourvois et de prolongation des contentieux. Comment réfréner une partie qui entend contester l'application par la juridiction de renvoi de la solution donnée par l'arrêt de cassation ? D'abord, les avocats au Conseil pourraient s'assurer de l'existence d'un revirement de jurisprudence intervenu postérieurement. Si tel n'est pas le cas, ils déconseilleraient le dépôt d'un pourvoi contre un arrêt conforme. Et si cela ne suffit pas, il resterait toujours la procédure de non-admission, que l'arrêt de 1971 ne pouvait pas connaître. À défaut de changement de circonstances, cette procédure évincerait les pourvois, contestant l'application de la solution de droit précédemment énoncée. Quant à la rétroactivité des revirements de jurisprudence, elle pourrait ne pas nous intimider. L'office même du juge de cassation implique qu'il fasse application de l'interprétation la plus récente. En paralysant systématiquement cet effet rétroactif, votre haute juridiction risque de suivre les pas des carabiniers d'Offenbach, ceux qui, au secours des particuliers, arrivent toujours trop tard. Et si les conséquences de la rétroactivité paraissent excessives, le remède semble exister. C'est la possibilité d'une modulation dans le temps. Toutes les hautes juridictions reconnaissent le revirement pour l'avenir. Enfin, et surtout, le risque d'inconstance ne suffit pas à masquer les effets néfastes de l'irrecevabilité. Cette dernière empêche la Cour de cassation d'exercer sa mission de politique judiciaire. Là est, selon nous, le point de bascule. Votre haute juridiction doit assurer la cohérence du système juridique français. Elle ne peut tolérer que 2 salariés, pareillement exposés à l'amiante, ne profitent pas d'une solution de droit identique. Il en va du respect du principe d'égalité des justiciables devant la loi, que seule la recevabilité du moyen peut assurer. Revenons à la pièce de Marivaux. Au 3e acte, Sylvia finit par déclarer son amour au prince. Surgit Arlequin, qui a tout entendu. Mais ainsi, il connaît les motivations de la jeune femme, et lui aussi a évolué. Alors, il décide de la laisser aller. Faisons, nous aussi, le choix de l'inconstance. Les motifs du revirement de jurisprudence, invoqués par le demandeur, sont connus de tous. La partie qui le subira saura, comme Arlequin, l'accepter. Je conclus à la recevabilité du moyen.